pas mal entendu râler ces derniers temps sur ces livres qui banalisent le sexisme, les violences conjugales ou encore les abus psychologiques. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, c'est pas une surprise, vous savez que j'ai un fort engagement pour le féminisme et la lutte contre toutes les formes de violence qui sont faites aux femmes. Et quand je parle de femmes, je parle de toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur physique, leur religion, leur genre, leur couleur de peau ou encore leur profession. Féministe pro-sexe par ici. Petit rappel non négligeable, être féministe, c'est défendre toutes les femmes et leurs droits, pas seulement celles qui nous ressemblent ou qu'on pense être identiques à nous. Au fil des années, j'ai parlé sur cette chaîne de nombreux livres, dont certains très engagés, sur ces thématiques et ces questions que j'essayerai de mettre soit dans le petit i, je crois qu'il va par ici, ou dans la barre de description afin que vous puissiez les retrouver si vous le souhaitez. Ça pouvait être des piles à lire, des sélections et des présentations diverses et variées de ces livres-là. Et à défaut de reconduire le Femini Books que j'avais créé il y a quelques années, qui avait pour vocation de présenter des autrices, de mettre en avant le féminisme et les thématiques qu'il défend tout au long du mois de mars, je me contenterai cette fois-ci d'une petite vidéo pour vous présenter 3 lectures engagées que j'ai faites au cours de ces 2 dernières années. Et pourquoi pas faire le contre-pied de ces dark romances que je vous ai présentées ces derniers mois sur la chaîne, en vous présentant cette fois-ci des livres qui abordent le sujet des violences et de l'emprise psychologique dans un couple, cette fois-ci sans phare. Ici, 3 histoires qui racontent la réalité et le quotidien des violences psychologiques et ou physiques et sans banalisation. C'est parti. Premier livre, et je ne l'ai pas sous la patte car je crois que je l'ai prêté à ma petite sœur. Il s'agit de La deuxième femme de Louise May. On commence donc par une de mes meilleures découvertes de l'année 2021. Ouais, ça commence vraiment à remonter. Il s'agit vraiment de l'autrice Louise May. Je l'avais connue à travers un spectacle qui s'appelait La Chatologie, qui est depuis devenu un essai illustré que je vous recommande plus que chaudement au passage. Pour cette petite sélection, on parlera cette fois-ci d'un roman de fiction en un seul tome, qui est donc La deuxième femme de Louise May. On y lit l'histoire de Sandrine qui va découvrir un jour le portrait d'un homme à la télévision dont l'histoire va la bouleverser. En effet, sa femme a disparu du jour au lendemain et son mari, inquiet, est parti à sa recherche. La police enquête, mais ne trouve rien si ce n'est des éléments laissant à penser que le pire s'est produit. Sandrine va donc découvrir un homme bouleversé à la télévision et elle n'arrivera jamais vraiment à l'oublier, jusqu'à ce qu'elle fasse sa connaissance dans la vraie vie. On suit donc dans cette histoire la vie que va partager Sandrine avec cet homme, son jeune fils et son passé. Si j'ai fait référence au début de ma vidéo à ces relations d'emprise qui sont banalisées dans des livres populaires auprès de jeunes lecteurs et de jeunes lectrices, c'est que ce livre-là en est le parfait exemple inverse. Il vient décrire précisément et avec beaucoup de justesse la création de ce type de phénomène dans un couple. La façon dont le lien de dépendance affective s'installe, les leviers utilisés pour provoquer de la culpabilité chez la victime de ces violences, le sentiment d'enfermement et d'absence totale d'issue que les victimes traversent. Et enfin, et point non négligeable, le choix délibéré des agresseurs d'user et d'abuser des traumas que vivent leurs victimes. En effet, dans notre histoire, le personnage principal ne s'aime pas. Elle ne se trouve pas spécialement belle ou intelligente, pas intéressante ou encore assez mince, mais elle va se sentir exister à travers le regard de l'autre. Cet autre qui lui donne cet intérêt qu'elle ne se donne pas elle-même et qu'elle va rechercher constamment à travers son regard et ses mots, malgré les violences graduelles qu'elle va subir. L'autrice met le doigt sur le phénomène de manipulation que les personnes qui commettent des phénomènes de manipulation mentale et d'emprise mentale dans leur couple mettent en place, donnant invariablement lieu à des violences psychologiques et très souvent physiques. Voilà pourquoi, quand je vois ce genre de phénomène banalisé dans des livres popularisés auprès de publics très jeunes, ça me hérisse franchement le poil. Exploiter l'idée d'un personnage déjà franchement traumatisé, qui sera lui-même malmené par un intérêt amoureux au passé sombre et compliqué, comme aiment d'ailleurs le revendiquer les auteurs de violences psychiques et conjugales en général, est parfaitement irresponsable et irrespectueux vis-à-vis d'une réalité qui est bien celle très concrète des violences conjugales. C'est un livre qui peut être assez lourd à lire, que ce soit dans sa forme. En effet, les dialogues ne sont pas édités de façon classique et on a parfois le sentiment d'un monologue quasi permanent du personnage principal qui est Sandrine.
Elle nous raconte ce qu'elle vit et ce qui se passe, mais elle ne semble pas toujours très consciente et ne pas vraiment toujours réaliser de la gravité des épreuves et des choses qu'elle est en train de vivre. Le livre est donc raconté d'un point de vue unique, sans vraiment d'aération dans le texte, et une sensation de lourdeur qui caractérise assez bien en fait le dégoût que le personnage principal ressent vis-à-vis de lui-même, mais aussi du poids en fait de la situation qu'elle vit au quotidien. Le fond du livre, vous vous en doutez, n'est pas franchement plus joyeux, et c'est pas celui que je recommanderais à tous et à toutes. On y aborde vraiment la question des violences psychologiques, physiques, mais également sexuelles. Il a cependant le mérite de traiter le sujet avec énormément de justesse, et c'est bien pour cela que je vous le recommande. Second livre de cette sélection, il s'agit de Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Là encore, je l'ai pas sous la patte car je l'ai découvert grâce à une amie qui me l'a fait découvrir il y a quelques années, et qui reprend une partie d'un sujet qui est déjà évoqué dans La deuxième femme de Louise May, à savoir les relations d'emprise et de violence psychologique. Dans ce roman graphique, Sophie Lambda nous raconte sa propre histoire et la relation qu'elle a vécue il y a plusieurs années, il me semble, avec son petit copain de l'époque. Elle nous raconte les débuts idylliques et complices de cet amour et comment, avec rapidité, il tourne aux violences psychologiques et à la culpabilisation de la personne qui les subit. J'avais particulièrement aimé la façon dont l'autrice avait décomposé et décrit le cheminement de ces violences qui se produisent dans un couple. De ce qui semble être au départ une simple crise passagère et qui finit par s'installer de façon pernicieuse et routinière dans le quotidien d'un couple, en devenant une violence et une pression psychologique constante dans le vécu et dans le quotidien du couple. J'avais également été assez surprise mais également effrayée par le phénomène par lequel une personne malsaine peut faire changer le statut d'une personne de victime en la transformant en bourreau, en lui donnant le sentiment qu'elle est responsable de ce que l'autre va lui-même lui faire subir. En effet, le personnage qui déploie son emprise sur Sophie Lambda lui reprochera régulièrement d'être à l'origine de ces crises en, attention, la liste peut être assez longue et relativement choquante, en ne répondant pas à un message, en abordant un sujet qui ne lui convient pas, en lui posant des questions légitimes sur leur couple et leur quotidien, en refusant de céder à certaines de ses attentes, en évoquant ses propres souffrances, en fréquentant des personnes qu'il ne valide ou n'aime tout simplement pas, en abordant tout simplement le sujet des violences psychologiques qu'il lui fait subir. Cela provoque une forme de culpabilité telle que Sophie Lambda finira pour éviter toute forme de conflit par s'adapter au comportement de l'autre en adaptant une forme de soumission à ses désirs, mais également en culpabilisant de le mettre dans cet état alors qu'elle n'en est en rien la responsable. Elle se verra comme la coupable de l'échec de cette relation, alors qu'elle en est la victime pure et simple. On y parle également du phénomène d'isolement et de détresse psychologique que cela provoque chez les victimes, de la façon dont le lien avec les proches s'atténue, voire se coupe totalement, de l'effondrement total de l'amour-propre que cela provoque, des conséquences sur le lien social mais également la vie professionnelle, ou encore le sentiment d'être le responsable de son propre malheur, mais aussi celui de l'autre. Une culpabilité si extrême et si lourde à porter qu'elle peut pousser des personnes à des tragédies. Alors heureusement pour Sophie Lambda, c'est pas ce qui se passe dans ce livre-là, mais malheureusement c'est une réalité. Bref, certainement là encore pas une lecture très joyeuse, mais réellement instructive sur ces personnalités malsaines que l'on peut retrouver dans un couple et comment les détecter. Ici encore, ce livre vient dénoncer des comportements, des attitudes et des violences que j'ai vu banalisées dans des livres tels que After d'Anna Todd ou encore Captive de Sarah Rivens. Et enfin, on termine par le livre Almost Love de Louise O'Neill, qui est une autrice que j'aime tout particulièrement et dont je déplore l'absence totale ou quasi totale de traduction de ses livres. Et quand je parle de traduction, je parle bien de traduction de l'anglais au français. Il n'y en a qu'un seul qui a été traduit et ironie de l'histoire, l'éditeur en question est accusé de harcèlement auprès de femmes. Super! Je pense d'ailleurs vous faire dans quelques mois, peut-être avant, on ne sait pas, une vidéo qui vous présente les livres de cette autrice, car honnêtement, moi je les trouve tous presque absolument parfaits. Dans chacun d'entre eux, la question du patriarcat et des violences faites aux femmes, qu'elles soient sociétales, au sein du couple, ou encore physiques et sexuelles, sont évoquées et traitées avec justesse. Bref, si vous lisez l'anglais et que vous êtes à l'aise avec cette langue, je ne peux que vous encourager à la découvrir. Dans Almost Love, nous découvrons une jeune femme qui s'appelle Sarah et qui va faire la découverte dans le cadre de sa vie professionnelle d'un homme qui s'appelle Matthew, avec qui, vous vous en doutez, elle va
va nouer une relation. Malheureusement pour Sarah, cette relation ne sera pas un long fleuve tranquille, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il sera là encore question d'emprise psychologique, de violences sexuelles dont un viol, et de conséquences psychiques lourdes poussant notamment à la dépression. Ah, ça vous donne envie, hein? L'histoire comporte d'ailleurs une double narration vraiment intéressante qui nous fait jongler entre la Sarah d'hier, celle dont je viens vous parler, et la Sarah d'aujourd'hui, qui revient sur tout ce qu'elle a vécu mais qui essaye également de se reconstruire avec tout ce que cela comporte. Et ces conséquences, elles sont assez lourdes. Manque de confiance en soi, manque de confiance en son couple, peur de l'abandon, peur des violences, méfiance en tout genre, honte et dégoût de soi. Et l'inévitable isolement social et professionnel que cela provoque. Tout le long du récit, on jongle donc entre les deux versions de Sarah qui souffrent chacune à leur façon, mais qui tentent également de comprendre et de faire face à leur quotidien et à ses difficultés. On est vraiment sur un livre qui aborde la question de la reconstruction après avoir vécu et subi une relation abusive et tout ce que cela comporte de conséquences. Là encore, c'est un livre qui fait réaliser que la banalisation des violences physiques, sexuelles, psychologiques, comme on peut le voir dans pas mal de livres qui sont populaires, viennent effacer ce qu'est réellement la réalité de violence conjugale. En tout cas, j'espère que les personnes qui font le parallèle entre une dark romance qui romantise et ensuite découvrent ce type de livre réalisent quand même que celles qui banalisent font quelque chose de très négatif. D'autant plus que dans ce livre, Louise O'Neill, elle est relativement très efficace dans la construction de ses personnages. En effet, le personnage de Sarah, il n'est pas toujours très logique, très malin ou très cohérent dans ses réactions, dans son comportement ou dans ses prises de décision au fil du livre. Elle n'est pas lisse, elle n'est pas toujours une personne qu'on apprécierait dans la vraie vie, on n'est pas toujours d'accord ou en phase avec elle, et on a parfois envie de la secouer un peu. Et pourtant, ce sont l'ensemble de ces paramètres qui viennent rendre le personnage extrêmement réaliste et cohérent quand on aborde le sujet des violences dans le couple. Elle représente avec beaucoup de fidélité les sentiments et les comportements souvent très contradictoires et ambivalents par lesquels une victime de ce genre d'abus peut passer. Ces sentiments et ces obstacles sont présentés à la fois pendant le vécu de cette relation, mais également durant son parcours de reconstruction. Et évidemment, dans les nouvelles relations qu'elle va créer, tout en essayant de mettre une distance avec son passé. Cela vient, à mon sens, renforcer la puissance et la cohérence du message qui est délivré dans ce livre-là. Le style narratif vient renforcer le sentiment de dualité que l'on ressent en tant que lecteur pendant l'histoire, et le recul évidemment que le personnage prend vis-à-vis de son propre passé ou de sa propre situation au moment où elle la vit. Puisque vous avez une partie du livre qui est racontée d'un point de vue omniscient, tandis que l'autre est racontée d'un point de vue à la première personne. Je vous avoue que c'était un poil déroutant au début de ma lecture, mais ça prend vraiment tout son sens au fil de l'histoire. Là encore, une lecture que je ne peux que vous encourager à découvrir. Et voilà pour cette courte vidéo qui vous présente un triptyque de relations toxiques. L'avant et le pendant d'une relation toxique, on dira, avec Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, le pendant vraiment de la relation avec La deuxième femme de Louise May, et la question de l'après et de la reconstruction avec Almost Love de Louise O'Neill. La critique que l'on me fait souvent quand j'aborde la question de la romantisation et de la banalisation de la violence dans les romances, c'est qu'il s'agit généralement de fiction, et que la majorité des lecteurs et lectrices sont conscients des messages, de leur toxicité, et ne les recherchent pas nécessairement dans leur vraie vie. À cela, j'opposerais que même si les lecteurs en sont conscients, cela n'efface pas le fait que, pour beaucoup de femmes, il s'agit de la réalité et pas de la fiction. Qu'il s'agisse de mon univers professionnel dans lequel je côtoie beaucoup de femmes, dont certaines qui traversent ces relations, ou que ce soit dans mon vécu personnel, j'ai eu l'occasion de découvrir avec horreur que ces comportements et ces attitudes et ces types de violences sont dramatiquement fréquents. Beaucoup de personnes côtoient ou ont côtoyé des personnes qui vivent et subissent ce type de violence. Et croyez-moi, toutes ces personnes, elles auraient largement préféré que ce soit de la fiction. Nos médias, malheureusement, nous le rappellent suffisamment fréquemment avec l'augmentation malheureusement et tragiquement constante des féminicides. Sans compter la poussée absolument tragique du patriarcat, ça, il existait déjà, mais également de la misogynie dans nos quotidiens et dans notre vécu. Ce que la fiction n'efface pas non plus, c'est qu'une quantité non négligeable de lecteurs et de lectrices qui sont jeunes, et parfois moins jeunes d'ailleurs, se construisent ou se sont construits avec ce type de schéma en tête. Si certains jeunes, et c'est tant mieux, sont bien éduqués sur la question,
Je rappelle que ce n'est absolument pas le cas de tous. Les maisons d'édition qui éditent ce type de livres, et quand je parle de livres, j'évoque un peu souvent les mêmes, mais ça va être Captive de Sarah Rivens, Anna Todd avec After, Guild de Raven Kennedy, et Hadès et Perséphone, là, assez récemment, qui est très populaire auprès de public très jeune, dont j'ai absolument pas l'auteur. Et j'en passe, parce que je sais qu'il n'y a pas que cela. Ces maisons d'édition, donc, savent très bien ce qu'elles vendent et à qui elles les vendent. Des mineurs et des jeunes adultes en construction. Elles ont donc la responsabilité de questionner et de remettre en question les messages qui sont diffusés dans ces livres. En au minimum les informant sur le contenu de ces livres avec des trigger warnings, des avertissements clairs, hein, pas seulement en disant public averti, ça ne veut rien dire public averti, et au mieux en les interdisant à un public mineur de façon pure et simple. En le mentionnant sur les couvertures, en les mettant sous blister et en évitant de nous mettre des symboles de piment sur des couvertures qui ne veulent strictement rien dire, si ce n'est pour les éditeurs qui savent ce que ça veut dire, mais qui pour les lecteurs ne sont pas forcément ni connus, ni très clairs sur l'accessibilité d'un livre et de ses messages. Pourquoi ce discours de boumeuse, me demanderez-vous? Eh bien parce que des publics vulnérables et non éduqués sur la question des violences faites aux femmes peuvent tout simplement intégrer et intérioriser le patriarcat très jeune et se construire, notamment dans leurs relations amoureuses, sur ce modèle-là. Des formes de violence se présentant ultérieurement dans leur vie sentimentale pourraient leur sembler alors normales ou logiques dans la dynamique d'un couple parce que c'est avec ça qu'ils se sont constamment construits, en confondant passion amoureuse avec jalousie, en prenant de la possessivité pour de l'intérêt ou des phénomènes de protection du couple, les menant à terme à confondre réellement amour et violence. Voilà pourquoi je ne tolère absolument pas la banalisation de ce type de violence et qu'elles doivent être formellement questionnées par les auteurs, les maisons d'édition, les éditeurs qui travaillent sur ces livres et en aucun cas être romantisées, parce qu'elles sont réelles et qu'elles ont de vraies conséquences à long terme dans la vraie vie. Oui, les livres sont un divertissement, mais les violences dans le couple et les féminicides, eux, sont une réalité. N'hésitez donc pas, vous, si vous avez des recommandations à me faire sur ce sujet, si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, si vous avez des choses à dire là-dessus, à me les partager dans les commentaires de la vidéo afin que je me les note pour les lire pour une prochaine fois. Comme d'habitude, je vous demanderai d'être bienveillant dans les commentaires de cette vidéo, sinon comme toujours, pouf, le message disparaîtra et vous vous retrouverez bloqué de cette chaîne. Accusez-moi de censeuse si ça vous chante, mais je ne tolérerai pas aucune forme de violence ou de harcèlement d'ailleurs. J'espère que vous avez néanmoins passé un bon moment avec cette vidéo, pas très rigolote, mais vraiment je vous recommande à mort les 3 livres. Je vous dis bien évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée, bonne soirée, bon après-midi, bon goûter, tout ce que vous voulez. Ciao!